on a, ce que vous avez ici en rouge, on a justement pris un numérique pour mesurer Tristessal. Et juste une toute petite... Au Canada, ils ont un appareil en Amérique du Nord qui mesure Tristessal. En Angleterre, ils ont un appareil, ils ont des normes. Il faut être en dessous de moins 100 millivolts. Et quand on est électrosensible, il faut être en dessous de 30 millivolts. L'Angleterre a son appareil, j'étais obligé de l'acheter à Londres. En France, on n'a pas d'appareil, on n'a pas de normes. Je voudrais juste attirer votre attention, juste rapidement, je vais vous mesurer l'électricité sale. Il n'y a pas beaucoup de câbles, mademoiselle. Qu'est-ce que vous me lisez là? Alors, 1188 millivolts et en dessous 1200 voilà. En réalité, cette électricité sale, elle est produite par les ordinateurs qu'on a là, d'accord? Donc l'effet que ce que vous avez dit par rapport au Canada, c'est le taux de cancer que vous avez parlé, eh bien l'appareil GS que je vous ai montré tout à l'heure en Amérique du Nord, ils avaient 1999 GS. Plus on est en électricité sale, plus c'est nocif pour la santé. Et le bruit que vous entendez, eh bien il mesure l'électricité sale, il le transforme en décibels, d'où le bruit que l'appareil fait. Alors ça, c'est un mesureur de micro-surtension. Oui, un mesureur de micro-surtension, c'est-à-dire qu'il mesure de crête à crête. C'est stop. Sur le temps de compter. C'est bon? Voilà. Alors très rapidement, si vous voulez, ensuite, on nous a dit qu'il n'y avait pas de trame. Alors regardez ce que je vous ai mis, c'est le rapport CSTB. La trame là-bas que vous voyez, c'est 140 millisecondes. La durée d'une trame, c'est 140 millisecondes. C'est le rapport CSTB qui nous a permis de découvrir ça. En milieu rural, bien sûr, il y a moins de compteurs. Et c'est de 4 à 6 trames par minute. Vous calculez sur 24 heures. Ensuite, en ville, on a de 7 à 10 trames minutes, selon la taille de la grappe, bien sûr. Plus la trame est importante, plus il y a de maisons, plus ça dialogue et plus ça rayonne. Ensuite, c'est bon? Voilà. Ça, c'est ce que tu peux l'expliquer. Alors, oui. Ça, c'est un diagramme qui montre effectivement le niveau de champ électromagnétique, parce que vous avez deux champs électromagnétiques et électriques, par rapport à une distance. Donc là, sur le point 0, qui est sur au point le plus élevé, vous voyez qu'il y a un seuil au-dessus de 47 volts par mètre. Aujourd'hui, sur des normes, en fait, une norme, c'est quelque chose, mais quand elle est inadaptée, elle ne veut plus rien dire, sachant que ces normes datent de 1999. Et en fait, sur des mesures qui ont été faites, je vous ai cité la source, c'est Nextop qui l'a fait, on a fait quelques petits contrôles aussi. En fait, si vous êtes à 50 cm, vous êtes largement au-dessus en permanence par rapport à ce seuil. 1,50 m, vous êtes toujours au-dessus du seuil des 28 volts par mètre. Et en fait, il faut aller jusqu'à 2,50 m pour être en dessous d'un seuil qui est reconnu par l'Agence nationale des fréquences comme étant un seuil atypique. Donc 2,50 m de chaque bout de câble dans votre maison, ce qui est matériellement impossible à tenir. Et ça, c'est fait par rapport, effectivement, à un rayonnement de type CPL, donc comme on l'a montré, qui était montré tout à l'heure. Vous voyez, c'est... Voilà. En réalité, ça, c'est votre câblage derrière les têtes de lit. Le rapport de lancet, c'est votre lit. Oui, pour le micro. Je vais vous faire une petite démonstration. Si vous voulez, en réalité, ça c'est votre câblage derrière la tête de lit avec la lampe de chaud de chaque côté. Et ensuite, ça c'est votre lit. Donc comme il y a un rayonnement jusqu'à 2,50 m, votre cerveau, il est dans le rayonnement, par rapport aux ondes de radiofréquence Linky, bien sûr, et ça joue sur la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone du sommeil. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On recule le lit, et souvent la chambre est trop petite. D'accord? Alors, il y en a qui l'ont juste derrière leur lit. aujourd'hui, il y a une grosse bagarre effectivement au niveau des seuils, mais sur chaque fois qu'on discute avec l'Agence nationale des fréquences et des disques, on dit « Ah, mais sans tous les seuils, sans tous les seuils ». En fait, pour faire simple, c'est comme si je vous disais, aujourd'hui on parle de la limitation de vitesse à 80 km/h,
Mais si je vous disais que vous pouvez rouler en moto à 200 km/h sans casque et que vous ne risquez rien, je pense que vous ne me croiriez pas, puisque si vous roulez à 50, c'est pas dangereux, hein, c'est en cas de chute. Donc on fait une grosse bagarre là-dessus. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, le Conseil de l'Europe a émis une résolution. Donc il n'y a pas force de loi. C'est une résolution, mais qui prie instamment les États. Donc c'est quand même assez, disons, directif, qui dit qu'il faut abaisser le seuil à 0,6 volts par mètre. C'est un seuil en dessous duquel on peut estimer que la plupart de la population, peut-être même certaines catégories de HS, pourraient supporter les ondes. Mais il peut y avoir aussi des cas où les EHS sont encore sensibles en dessous de ces seuils-là. Ça, cette norme-là, enfin cette résolution n'est absolument pas appliquée. Et ça, c'est un gros problème, puisque une des batailles est de se faire abaisser ces seuils. En fait, une norme, c'est une chose, un seuil que vous supportez en permanence en est un autre. C'est un peu comme le tabagisme passif. Vous ne fumez pas, mais 10 ans à côté d'un fumeur, je pense que vous en aurez quelques séquelles, quelques traces dans les poumons. Là je voudrais vous expliquer l'ERL, justement. Et l'ERL, c'est tout simplement un émetteur. Hein, et la première évolution au niveau des ondes, c'est de la zone radio, 868 MHz. Mais la deuxième évolution, c'est du Zigbee. C'est une forme de Wi-Fi. Et Enedis a choisi ce Zigbee parce qu'il a plus de puissance. Hein, vous imaginez 24 heures sur 24 avec ça dans la maison. Alors la loi Abel, elle est où par rapport aux enfants? Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis la loi Abel, elle est où par rapport à ça, vous voyez. Donc voilà. Avant de prendre cette prestation, il faut se renseigner. Hein. Alors, un point important, Enedis, et ça, ils l'ont écrit en disant il y a une occulté des ondes. L'ANSES a dit, la NFR a dit, l'Agence nationale des fréquences, l'Agence nationale de sécurité et environnement sanitaire a dit qu'il y a une occulté des ondes. C'est faux. Les rapports qui sont là d'ailleurs de décembre 2016, juin 2017 et le récent rapport encore qui a été rendu dit bien il n'y a pas une occulté des ondes, il n'y a pas de lien de causalité entre les effets subis et les ondes. Ça c'est le point numéro 1. Point numéro 2 dit qu'il n'y a pas d'effet à court terme. Oui, mais avant il n'y a pas d'Enki. Donc ça je pense qu'on a compris. Et l'ANSES dit bien qu'il faut continuer à faire des études à long terme. Et ça c'est une première chose. Donc, il n'y a pas d'innocuité, et par le principe de précaution qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises, il faudrait effectivement continuer à travailler. Donc l'ANSES est assez... on n'a pas d'attaque de partialité, elle est prudente, mais on sait que côté sanitaire, ça continue d'évoluer. La récente disposition de l'ANSES par rapport à la prise en compte des EHS, ça date de 8-10 jours, est comme un petit pas, et il y en aura sûrement d'autres. Et il faut absolument... qu'effectivement, il faut travailler. Donc, ce qu'il vous est cité là rapidement, c'est exactement des termes qui sont sortis des rapports de l'ANSES. Il ne faut pas des interprétations, c'est vraiment les textes stricto sensu. Oui. Son style là, mais Voilà. ce qui Allez, c'est l'information. le rapport CGEDD, je vais passer, parce que le rapport CGEDD, c'est un rapport qui a été demandé par Madame Ségolène Royal, qui a donné des conclusions dans ce sens-là. En fait, en conclusion, si on regarde un peu dans le débat des ondes, on parle de pollution électromagnétique, on parle de pollution atmosphérique. Donc, pollution atmosphérique, ça semble une source. Hein. On nous dit qu'il ne faut pas que les personnes sensibles au niveau pulmonaire ne sortent pas, les enfants, etc. Donc, pour se protéger, il faut mettre un masque. Effectivement, l'électromagnétique, il faut mettre un écran protecteur. Oui, par contre, on va peut-être aller plus vite là, parce que je vais Alors, vas-y, l'aspect comptage. Un point sur la partie facture, c'est important. oui, alors, je vais prendre ça. Alors pourquoi, si vous voulez, que c'est vrai que je n'ai pas ma lampe basse consommation, mais c'est pas grave, je vais vous faire la démonstration d'une lampe à basse consommation. On va dire que ça, c'est le néon, vous voyez, le néon, qui est comme ça, d'accord? Et mon stylo, ça va être le culot de la lampe. Donc, en réalité, si vous la laissez allumer pendant 1 heure, eh bien, le compteur électronique Linky, lui, il va vous facturer 1 heure ce que le néon consomme. Ça s'appelle de la puissance active. Dans le culot, vous avez de l'électronique, c'est le culot qui pilote la lampe. Donc l'électronique, ça consomme du courant. Donc, ça s'appelle de la puissance active, réactive, pardon. Donc le Linky, c'est bien, lui, il additionne puissance active
plus puissance réactive égale puissance apparente. Voilà. Pour illustrer ça, parce que c'est la technique, et je pense qu'on va faire simple. Vous avez un compteur Linky à votre gauche et un compteur bleu. Alors, je vais prendre une petite métaphore gastronomique. Vous allez chez le boucher et vous commandez 1 kg de drumsteak. Il vous met 1 kg de drumsteak sur la balance et vous payez 1 kg de drumsteak. Là-dessus, ça va, tout le monde suit? Très bien. Vous allez chez le boucher, vous lui demandez 1 kg de drumsteak. Est-ce que je vous le barre de la petite dame? Ah bah oui, vous allez me le barder, vous allez mettre de la ficelle. Et vous payez 1 kg de drumsteak avec de la barre et de la ficelle. Et vous payez la ficelle et la barde au prix du drumsteak. Voilà. C'est là la différence entre les deux. Voilà. Oui, ça, je voudrais juste rappeler. Donc, une facturation de 20-25% avec effectivement comment on passe. En C'est réalité, pas si mal, vous voulez, la relation. quand on vous pose le compteur Linky, vous ne changez pas les appareils électriques de votre maison. Donc, parce que nous, on se fie qu'au rapport. Hein. Dans le rapport de l'ANSES, eh bien, quand vous aviez un 6 kWh avec 50 heures, dans 37% des cas, on est obligé de passer aux 9 kVA. On va conclure là. On a encore plein de choses à vous dire. On a encore plein de choses à vous dire, mais effectivement, il faut laisser la parole à notre... oui, on va aller sur la conclusion. Direct. Juste, tu sais, la... On va envoyer sur le... dès que je peux. juste le dernier... Là, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Voilà. Alors, la conclusion... Ça va être important. L'autre, je préférais que je commentais l'autre. Alors, notre proposition aurait été, si vous voulez, non à l'évolution. Non à l'évolution technique, bien sûr. Hein, oui à l'évolution technique, pardon. Et tout simplement que, compteur filaire, soit par la DSL ou la fibre, et on a beaucoup d'avantages. Pas de CPL injecté dans les habitations, pas de pollution électromagnétique, un courant propre qui est filtré, puisqu'avec le Linky, ils enlèvent les filtres bouchons, hein, et donc le courant est moins filtré. Et ensuite, donc une électricité propre, aux conditions générales de vente. Demain, nous sommes tous concernés par la maîtrise des nouvelles technologies, mais en protégeant notre capital santé. Voilà, merci. Alors, on va passer maintenant sur un sujet qui n'a pas été vraiment développé jusqu'à présent sur le Linky. On va faire des pauses, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Avec Michel Philippenko, qui va se présenter sur un volet, le volet des assurances. Michel, c'est à vous. Alors moi, je suis expert depuis 40 ans dans le domaine de l'électricité pour le compte des compagnies d'assurance à la suite de sinistres. Et j'ai évolué puisque j'ai deux autres sociétés qui maintenant font des expertises contre les sinistres payés par les compagnies d'assurance. Et là, j'interviens en tant qu'expert d'assurance. Pour vous donner un petit exemple, quand un inspecteur, parce que souvent c'est ceux qui font ça, les inspecteurs régleurs sur un sinistre vous donnent 100, moi j'arrive derrière et je donne 400 ou 500, et les compagnies d'assurance sont obligées de se plier à notre raisonnement. Je vais aller très très vite parce que sur le compteur Linky, on ne va pas s'étendre pendant des heures. Je dois être à peu près à 200 compteurs Linky qui ont brûlé, qui ont fichu le feu dans les installations, etc. C'est derrière toi, Michel. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Donc ce qui est très intéressant, si vous avez envie de vous refaire faire votre installation électrique et que vous habitez à la campagne, laissez venir le compteur Linky. Dans les 3 mois, vous refaites votre installation électrique. Donc en fait, au niveau de la compagnie d'assurance, c'est une très bonne idée puisque c'est elle qui va payer jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que maintenant, les compagnies d'assurance, et je suis bien placé pour le savoir, l'armée en particulier aussi fait exactement pareil, et je suis bien placé aussi pour le savoir, nous faisons des études de prévention sur lesquelles on est en train de dire au niveau de la réassurance que nous ne garantirons plus les risques électriques à la suite d'une invasion d'un compteur Linky au niveau de l'électricité polluée. C'est clair. Ah ben ça, Ça veut dire qu'une compagnie d'assurance française, je ne vais pas les nommer, se réassure sur une compagnie d'assurance. Il y en a 2 qui prennent la réassurance, il y a les Anglais et les Allemands.
les Allemands viennent de refuser la réassurance des États français. Point. Ah oui, C'est pas difficile. Donc celui qui va payer, c'est vous, c'est pas moi. C'est pas l'assureur. L'assureur va payer une fois, 2 fois, puis après il s'arrête. Donc on va se retrouver comme dans le système des catastrophes naturelles, puisque c'est ce qui est sous-jacent, à avoir une espèce de contre-prime qui serait prise sur les contrats d'assurance, qui serait gérée par l'État pour payer un problème lié à l'installation des compteurs Linky du futur. Voilà. Alors, on va aller très très vite, mais dans certains pays comme le Canada, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, le système du compteur Linky est en train d'être abandonné et on dépose les compteurs Linky. En particulier aux États-Unis, toute la Californie se déplombe de ces systèmes-là et le Canada l'interdit. Voilà. Donc je crois que j'ai résumé rapidement. Vous avez derrière 2-3 photos. Alors, il faut aussi avoir autre chose comme notion, c'est que souvent j'ai des incendies, mais généralement les pompiers arrivent avec le camion de l'EDF ou le RDF et que je n'ai pas le temps de récupérer le compteur puisqu'il est déposé immédiatement. Et ensuite, pour le récupérer, c'est maquage bolo, vous ne récupérez rien du tout. Et actuellement, on essaye de faire jouer une jurisprudence qui va peut-être se faire jour, c'est qu'avec quelques avocats, on a des sinistres et les juges sont en train de s'interroger sérieusement de ça et on crée des précédents. Alors le précédent, ça va durer un certain nombre de temps, mais peut-être que dans 4-5 ans, on aura une jurisprudence qui sera constante sur ce type d'installation. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas m'étendre sur l'expérience, mais ça suffit. Moi j'avais une question très précise à Michel. On nous dit, et nous l'avons vu,